Du 17 mai au 7 août 2011, à l'initiative de la Fondation Jacqueline Oyer à Lausanne, une exposition rétrospective de l'œuvre de Jacqueline Oyer a eu lieu au musée de Puyi, sous la direction de son commissaire, Sébastien Dizeran. Cette exposition rend enfin justice à l'œuvre de cet artiste et permet à un large public de découvrir ou redécouvrir Jacqueline Oyer. Jacqueline Oyer est née le 3 août 1931 d'une famille de notables vaudois aisés, protestants et bien pensants. Son père, André, a fait sa carrière dans l'hôtellerie en étant successivement chef de réception au Co-Palace, directeur de l'hôtel Lorius à Montreux, puis du buffet de la gare de Lausanne. Sa mère, Hélène Chalande, d'origine paysanne, avait été infirmière avant de se marier en 1920 et de seconder dès lors son mari dans la direction de l'établissement. Hélène Oyer, trop occupée professionnellement, confie l'essentiel de l'éducation de Jacqueline à sa tante maternelle, qui est infirmière. En 1951, Jacqueline Oyer s'inscrit à l'école des beaux-arts de Lausanne. L'enseignement de la peinture est assuré par Marcel Poncet. Poncet a d'emblée compris l'hypersensibilité et la fragilité psychique de Jacqueline Oyer et l'indépendance qu'il convenait de lui octroyer. Sur le conseil de ses professeurs, Jacqueline Oyer se décide à poursuivre ses études à Paris. Elle y entreprend bravement et sans grand succès de s'y faire un nom. Jacqueline Oyer suivra des cours à la mythique Académie de la Grande Chaumière, dans le quartier de Montparnasse. En juin 1955, ses parents viennent la chercher, mettant un terme à l'intermède parisien. De retour à Lausanne, elle y retrouve le sculpteur Casimir Raymond, son ancien professeur, qui lui accorde sa protection et l'accueille presque quotidiennement chez lui, en prenant ses repas avec elle. À toute occasion, elle prend de lui des photographies qu'elle conservera pieusement. Pour elle, il est le maître et lui vaut une admiration exaltée, qui prendra par la suite un caractère délirant. Casimir Raymond décède en 1969. Pour Jacqueline Oyer, Casimir Raymond vit encore. Elle persiste à lui préparer ses repas. Et jusqu'à sa propre mort, elle continuera de parler de lui comme s'il était vivant. Une toile, représentant le visage de Jacqueline Oyer, pourrait passer pour un autoportrait, si elle n'était co-signée par les initiales de Casimir Raymond, inscrites dans un rectangle au bas de la toile. Dans la gravure intitulée « Famille Leroy », Jacqueline Oyer se serait représentée debout, aux côtés de Casimir Raymond, tenant dans ses bras le fruit fantasmé de leurs amours. Toute naissance est un traumatisme, mais je crois que dans son cas, la naissance a été particulièrement traumatisante dans la mesure où elle est née, elle avait un frère jumeau qui est mort. Son existence même est d'emblée marquée par la culpabilité. Naître en même temps qu'un frère qui va mourir, être l'objet, pour cette raison, de soins assidu, excessif, porter quelque chose comme, la culpabilité de survivre. C'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué. C'est un premier traumatisme et j'ai l'impression que l'usage pour elle de la matière, c'est un peu cela. C'est un peu une manière de conjurer la blancheur de la toile. Au début, eh bien, elle reçoit la leçon scolaire qui lui interdit un excès de matière. Mais on voit déjà des anamorphoses, on voit déjà quelque chose comme ce qui est la réalité matérielle, bouger, devenir suspecte, dangereux. On le voit beaucoup dans les autoportraits, où ça serait faux de penser de parler d'expressionnisme comme ça, de déformation. J'ai l'impression que dans ces premiers autoportraits, on est même avant la constitution de la physionomie. On est dans ce qui est encore l'informe. Et je reviens à sa naissance, parce que ce traumatisme-là, elle ne l'a, au fond, jamais totalement dépassé. Elle l'a exprimé dans sa peinture, mais elle ne l'a pas dépassé. Et ce traumatisme, c'est
l'informe originel. Hein. On vient finalement de l'utérus, on vient de l'inconscience, de choses comme cela. Elle n'a jamais réussi à en émerger totalement. Et cette impuissance, cette incapacité de vivre, de s'intégrer dans la réalité, eh bien, elle l'exprime dans sa peinture. Son rapport à la peinture, il est très matériel, je dirais même métaphysique. Hein, la pâte, la matière proprement dite, la sauvagerie de cette compacité matérielle, et là, je crois, une signification très forte chez elle. C'est assez curieux de voir qu'elle a eu comme professeur un peintre épris de matière, c'est-à-dire Marcel Poncet, mais pour qui la matière a la signification qu'elle a habituellement, c'est-à-dire la matière, c'est la vie, la vitalité, la réalité concrète, la jubilation, la joie, tandis qu'elle réoriente cet usage de la matière dans un sens très personnel. C'est presque pour elle une manière de se camoufler, de s'enterrer, de se défendre contre la réalité. Ce qui est curieux, c'est de voir la permanence des thèmes depuis l'école des Beaux-Arts, où d'emblée elle a eu son répertoire, c'est-à-dire des natures mortes, des oiseaux morts sur un linge blanc, la convention de la nature morte, beaucoup d'autoportraits également, de rares paysages, et ça jusqu'à la fin de sa vie. Donc ça pas bougé, le répertoire. Et j'ai l'impression que cette stabilité, c'était un peu une manière de s'assurer, comme ça, de sécuriser son territoire. Ça lui a permis d'autant plus de liberté dans le traitement. Ce qu'on peut dire de Jacqueline Oyer, c'est d'abord son mutisme. Tous ceux qui l'ont connue la décrivent comme une femme qui ne dit quasiment rien que des banalités. Verbalement, elle se blinde. Elle aurait pu dire ce que disait Picasso, hein, je ne dis pas tout, mais je peins tout. Son langage, ça a été un langage visuel. Donc, exprimer ces choses par des moyens visuels, et surtout dans ce pays de Vaud, inculte en matière visuelle, c'était pour elle la garantie de ne pas être exposée. C'est le comble, hein, c'est paradoxal pour une artiste, mais si elle avait parlé, elle se serait exposée, et en peignant et en dessinant, elle se protégeait contre autrui. Elle avait un regard d'une intensité extraordinaire, d'une fixité qui étonnait et parfois même indisposait ses interlocuteurs. Son regard à elle est un regard fixe. C'est un regard, regarder trop fixement quelque chose, c'est le faire disparaître. En 1967, elle présente à la Galerie Bridel à Lausanne sa première exposition personnelle, qui comprend un ensemble de gravures et quelques peintures. C'est là un des foyers de la culture lausannoise, animé par une dynastie d'éditeurs-libraires qui organisent des expositions d'estampes, principalement. Jacqueline Oyer y est présente. Des visiteurs regardent les peintures et les gravures avec une certaine attention. Après que ces personnes eurent quitté la galerie, Jacqueline Oyer confie à un témoin ami « Tu as vu, c'était mes parents qui regardaient mes gravures. Ils ne se sont pas reconnus. » Au cours de cette période, Jacqueline Oyer a adhéré au groupe de graveurs vaudois, l'Épreuve, qui avait été fondé par Albert Edgar Yersin. Elle participe aux manifestations et travaux du groupe, aux côtés entre autres de Pietro Sarto, dans leur atelier de Saint-Pré. J'ai été très impressionné quand elle est venue, alors avec les gravures, parce que j'avais vu la peinture. Il y avait quelques gravures, mais quand j'ai vu plus de gravures, j'ai trouvé impressionnant. C'est quelqu'un qui devait réserver toute son énergie dans la gravure. Il y avait un grand contraste, presque une discrépance entre sa manière d'être, le personnage, la personne, et les eaux fortes, qui étaient inattendues.
En fait, on parlait gravure, elle nous laissait parler. On la dérangeait si on lui posait trop de questions. Et ça, c'était visible. Mais elle était présente. Quand on faisait des séances, elle était toujours là. J'ai l'impression que elle tenait plus au groupe qu'on pouvait l'imaginer. Longtemps, je n'ai pas vu qu'elle avait des problèmes. On a tous des problèmes. Bien sûr, elle trimballait des valises extrêmement lourdes. Il ne fallait pas y toucher. Elle avait tous ses cuivres là-dedans. On considérait ça un peu comme une petite manie, pas grave. Elle avait le sentiment que des gens venaient la nuit retravailler ses plaques. On ignorait la chose à l'époque. Elle disait oui, il y a du verre de gris là au fond. Puis on disait il y a du verre de gris parce qu'il y a de l'humidité, puis l'humidité sur du cuivre, le verre de gris. Peut-être qu'on n'a pas été assez attentif à ses souffrances parce que on l'a traité comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il fallait peut-être plus de tact. Je cherchais le mot, c'est la picturalité de la gravure de Jacqueline Oyer. C'est le côté peinture, accord avec la peinture. C'est pas de la peinture, c'est de la gravure, l'eau forte. Mais depuis Rembrandt, Goya, il y a une nouvelle race de graveurs, c'est les peintres graveurs. Le noir est une couleur. Il a toujours affirmé. Et en gravure, c'est vrai qu'il n'y a pas de noir. Il y a une couleur noire qui se développe, qui peut aller du chaud au froid, qui peut aller du noir rougeâtre au noir bleuâtre. Le 2 août 1982, Jacqueline Oyer, gravement dépressive, est admise à l'hôpital psychiatrique de Seury, près de Lausanne. Elle y crée encore des dessins tracés au crayon sur papier, qui sont traités dans l'esprit de la gravure, comme s'ils irradiaient la blancheur ambiante de l'énergie spatiale propre à l'eau forte et à l'aquatinte. Dans ses derniers autoportraits, Jacqueline Oyer adopte la technique de la peinture au doigt, étendre ainsi directement la couleur sur la toile ou procéder par empreinte digitale en chaîne revient à court-circuiter les médiations de la technique et du pinceau et à se laisser absorber par l'espace imaginaire. À l'hôpital, elle a un matériel qui ne lui ressemble pas. Elle a des crayons beaucoup trop durs, maigres. Et là, peut-être que quelqu'un aurait pu mieux s'en occuper, puis lui donner des choses plus généreuses, comme on voit tout au long de sa vie. Dès le départ, il y a du fusain, il y a du crayon compté noir, de la pierre noire, et des choses généreuses. Elle laisse une œuvre extraordinaire. Et je trouve qu'on a eu raison de graver les plaques qui n'avaient pas subi la gravure. Parce que c'est une œuvre formidable. Elle est peut-être là-dedans. Alors, sur la plaque, vous voyez, ce qui est sombre, c'est le bitume. Et ce qui est un peu plus clair, c'est la trace laissée par sa pointe. Je plonge la plaque dans l'acide, pas qu'elle s'assomme. Alors si on l'oublie, bon, ça va donner des morsures très profondes et parfois même, si on l'oublie trop longtemps, on perce le cuivre, on perce la plaque carrément. On fait des trous. Ce qui est arrivé quelquefois chez Jacqueline. On rince à l'eau. Et ensuite, laver tout ça. On va partir à l'ancrage, oui. Ce sera la découverte. Parce qu'en fait, ça, c'est une plaque que Jacqueline avait dessinée
mais qu'elle n'avait pas trempé dans l'acide. Et Michel Thévault nous en a confié à Pierre Schopfer et à moi à peu près 140 à graver, qui n'étaient pas, qui avaient été dessinés, travaillés par Jacqueline, mais pas gravés. Je vois des feuilles qui sont bien détendues, souples. Ce sont des encres que j'ai fabriquées pour tirer des gravures, y compris Jacqueline Noyer, oui. Alors là, comme j'ai eu beaucoup de plaques à tirer, j'ai préparé une assez grande quantité d'encre. Pas que ça soit trop chaud. Avec un chiffon doux, je pousse l'encre de manière à assurer le bourrage et en même temps je commence à enlever l'encre de surface qui est excédentaire, qu'il faut enlever en totalité. On voit la gravure qui apparaît là. C'est une bonne épreuve là. Voilà, c'est bon. Et si je veux une deuxième épreuve, je recommence. Je remets de l'encre, je réessuie, je passe sous presse. Et j'en aurai une deuxième, une troisième, une dizaine, on peut en tirer une centaine s'il faut, il n'y a pas de problème. L'image est en fait mise en mémoire dans le cuivre et ça peut se conserver longtemps. Ces gravures, c'est sûr qu'elle en a montré durant sa vie, mais on en a retrouvé beaucoup après. Des cuivres non encore mordus, c'est-à-dire des œuvres qu'on découvre après sa mort. Et au fond, de pouvoir ainsi s'exprimer d'une manière posthume, c'était pour elle la possibilité de ne pas affronter le regard d'autrui, de ne pas communiquer. Ça a été quelque chose à usage interne. Peut-être que le miroir a joué un grand rôle dans sa vie et peut-être qu'au fond, la peinture, c'est le substitut d'un miroir. C'est un miroir un peu moins volatile que le miroir qui, au fond, suit notre image et l'oublie au fur et à mesure qu'on s'y mire. Tandis que pour elle, de laisser ce rapport à soi se concrétiser dans une peinture, c'était une manière pour elle de trouver une existence au moins intime. Et j'ai l'impression que toute son œuvre, ça a été une manière quand même de ne pas se laisser broyer par la réalité, de pouvoir s'objectiver, mais s'objectiver d'une manière totalement clandestine. Ce qui m'épate, il y a la continuité dans son œuvre, et que c'est malgré la maladie qu'elle a continué. Bon, elle fait partie des souvenirs maintenant, beaucoup sont partis, mais les œuvres, c'est pas des souvenirs, sont là.